Mesdames et messieurs, chers collègues, la séance est ouverte. Donc, mes chers collègues, nous ouvrons cette semaine les travaux de notre commission d'enquête visant à établir, je cite, les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l'élection présidentielle de 2017, ses conséquences sur le pouvoir d'achat. En accord avec monsieur le rapporteur, les premières auditions nous permettront de poser les termes de notre sujet. Alors, nous interrogerons d'une part les administrations gestionnaires de la dette publique, dont je rappelle qu'elles ne se limite pas à la dette de l'État, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, dès cet après-midi, et l'Agence France Trésor le 28 mai prochain. Nous recevrons d'autre part les chercheurs et économistes dont les travaux nourrissent le débat public. S'agissant de la dette, et notamment demain, M. François Ecal, qui est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, le président de l'association FIPECO, bien connu, et le professeur François Facchini, qui est professeur agrégé de l'Université en sciences économiques. Et donc, tout d'abord, pour commencer, nous allons recevoir cet après-midi, je leur souhaite la bienvenue, M. Jean-Louis Ray, qui est président du conseil d'administration de la CADES. Bienvenue, Monsieur le Président. Et Madame la secrétaire générale, Geneviève Gauthet. Monsieur le Président et Madame, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Nous y sommes très sensibles. Je vais vous donner la parole pour une courte intervention de liminaire de quelques minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Et à commencer évidemment par celle de Monsieur le rapporteur. Avant de commencer, je veux indiquer aux commissaires, mais ils sont au courant puisque certains ont déjà saisi cette occasion, qu'ils sont invités à me faire connaître leurs souhaits en matière d'invitation de personnalités qu'ils souhaitent entendre durant ces semaines. Et dans la mesure où il y a une relation relativement étroite entre l'invité et le thème, eh bien, le principe, c'est que leurs invités, évidemment, seront choisis. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, de nous déclarer, le cas échéant, les intérêts publics ou privés de nature à influencer vos déclarations, mais ça, vous le ferez en état. Et je dois vous rappeler l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous invite, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Très bien, merci. Je vous remercie. Donc vous avez la parole pour 5 à 10 minutes. Appuyez sur le... Ouais. Merci. Ça y est. Ah oui, tout à fait. Je présente la CADES. La CADES, donc, c'est une création du plan Juppé de 1996, une ordonnance du 24 janvier 1996. À quoi sert la caisse d'amortissement de la dette sociale? C'est la caisse qui est donc chargée de reprendre et de détruire donc, la dette de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est un émetteur sur le marché international des capitaux. C'est le deuxième d'ailleurs émetteur après l'Agence France Trésor. Donc elle émet des emprunts et elle utilise le produit de ces emprunts et de celui des recettes, je vais y revenir, dont elle dispose, pour d'une part reprendre et financer en même temps de la dette auprès des organismes de sécurité sociale, pour verser des intérêts auprès des investisseurs qui ont souscrit les emprunts de la CADES, et ensuite pour rembourser à leur échéance les emprunts qu'elle a souscrits. Voilà les principales activités de cette caisse. Alors cette caisse, elle a une feuille de route qui a été renouvelée au fil des temps, puisqu'elle a 28 ans d'existence, la CADES, alors qu'elle avait été créée, vous le savez, pour une courte période. Elle devait s'éteindre 9 ans après sa création. Nous n'en sommes plus là. Donc elle a une feuille de route. La feuille de route qui est actuellement en vigueur, c'est une feuille de route qui est composée de 2 lois, une loi organique et une loi simple du 7 août 2020. Vous en connaissez bien sûr sans doute le contenu, puisqu'elle est très liée bien sûr avec la crise sanitaire, la crise économique qui s'est ajoutée à cette crise. On nous a demandé, dans un espace-temps qui nous amène jusqu'à 2033, puisque notre activité est prolongée en 2033, d'apurer 132 milliards de dettes supplémentaires. Je rappelle qu'il y avait 136 milliards de dettes supplémentaires, 3 enveloppes dedans. Il y avait 31 milliards de déficit qui étaient constitués au 31 décembre 2019.
Il y avait ensuite une innovation assez importante, puisqu'on a repris un tiers de la dette des établissements de santé participant au service public hospitalier, à hauteur donc de 13 milliards, puisqu'il y avait 39 milliards de dettes à cette époque. Et ensuite, on avait une enveloppe de 92 milliards qui devait nous permettre d'apurer les déficits des branches maladie et des branches retraite du régime général pour les exercices 2020 à 2023. Là, une précision importante, quand on dit que la CADES reprend des déficits, elle ne reprend pas les déficits de régime. Le déficit des régimes, l'ensemble des régimes de sécurité sociale, qui est l'agrégat qui constitue et structure le PLFSS, ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse pas non plus le résultat du régime général. Ce n'est pas le régime général qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement des branches ciblées, des branches à potentiel déficit. C'est-à-dire la maladie et la retraite. La famille ne nous intéresse pas. Les accidents de travail et maladies professionnelles ne nous intéressent pas. La dépendance n'a pas été inscrite non plus dans notre champ. C'est une précision importante à avoir en tête. Voilà notre feuille de route. Cette feuille de route, on est en train d'entrer dans la dernière année de son application, puisqu'il nous reste sur cette enveloppe de 136 milliards, 8,8 milliards à reprendre cette année. D'ailleurs, la reprise a déjà commencé. Il en reste en fait 6,6 à reprendre d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, donc des émissions. Je reviens sur les émissions. La CADES fait de grosses émissions sur le marché international des capitaux. Elle fait des émissions sur le marché en euros et des émissions sur d'autres devises, principalement le dollar. Donc, elle annonce un programme indicatif chaque année, 20 milliards cette année. On a déjà très avancé puisqu'on est déjà à réalisation de 15,7 milliards en 4 opérations depuis le début de l'année. Voilà. Ensuite, que dire? Les taux d'intérêt, c'est quand même important, les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, cette année, on a fait 4 opérations. On a fait 4 opérations avec un taux d'intérêt moyen légèrement inférieur à 3%. L'année dernière, on avait fait nos opérations avec un taux moyen de l'ordre d'un peu plus de 3%. En 2022, 2% seulement. En 2021, moins 0,27, on était dans le négatif. Et en 2020, moins 0,30. Enfin, on suit la courbe, bien sûr, d'évolution des taux sur le double marché, le marché de l'euro et le marché du dollar. Voilà, ça c'est donc les années. Si on en vient au taux de refinancement du stock de la dette, le stock de la dette aujourd'hui, on a un encours actuel aujourd'hui de 142 milliards. Le taux pondéré de cette dette est de 2,27%. 2,7%. Dans la vie de la CADES, on est allé de moins 0,60, ou plutôt de plus 0,60 à 5%. Donc il y a des périodes très fastes, de moins 0, plutôt plus 0,60, c'était à la fin 2021. 5%, c'était au début de l'activité de la CADES. Elle était peu connue, on était dans un contexte de taux d'intérêt élevé, donc on avait un taux de financement qui était assez élevé. Voilà. Ensuite, la CADES, elle a des recettes. Elle a la recette originelle, la CRDS, qui avait été créée en 1996. On lui a affecté ensuite de la CSG. Elle a aussi un versement annuel du Fonds des réserves pour les retraites. 21,1 milliards de recettes en 23, 19,3 seulement cette année, parce qu'on a un périmètre qui change un petit peu. La CSG, on a cédé 0,15 points de CSG à la branche dépendance, qui était prévue, puisque la branche dépendance a été créée d'ailleurs par les lois d'août 2020 dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça, ce sont des recettes bien dynamiques, avec une composante importante, plus importante que dans le monde de la sécurité sociale, en termes de revenus du capital, puisque 20% de la CADES est financée par des revenus du capital, que ce soit des revenus de placement ou des revenus du patrimoine. Voilà, ensuite, pour dire l'amortissement, chaque année, là, le Parlement, c'est vous, dans la LFSS, qui votez l'objectif d'amortissement. L'année dernière, on avait voté initialement un objectif de 17,7. On a réussi à faire 18,3 finalement. Donc une année plutôt faste, 2023. 2024, on a un objectif de 16 milliards seulement pour le moment, ce qui est normal puisqu'on a moins de recettes et un peu plus de charges d'intérêt annuelles, Voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre plus pour finir cette introduction? Globalement, depuis que la CADES existe, elle a repris à ce jour 390 milliards de dettes. Il lui en reste pour terminer 6,6, donc à reprendre d'ici la fin de l'année, et elle aura achevé sa mission telle qu'elle est définie par la loi. Et sur ces 390, donc je disais tout à l'heure, il y en a 142 qui restent à amortir.
C'est 142 milliards aujourd'hui, mais en fait qui était 146 à la fin de l'année 2023, représente, et ça aussi il faut l'avoir en tête, 4,7% de la totalité de la dette publique. Sur les 3100 milliards que l'INSEE constate donc au 31 décembre 2023, 4,7% seulement concerne la dette de la sécurité sociale. Ça ne veut pas dire que cette dette n'est pas importante, hein. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut quand même proportionner ce que c'est que la dette de la sécurité sociale par rapport aux autres éléments composants de la dette publique. Voilà ce que je peux vous dire, mais j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais vous allez me poser des questions. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale, vous voulez ajouter ? Bien. Écoutez, merci infiniment de ce propos liminaire. Nous allons donc faire un tour de table. Je vais commencer par les questions. Des questions qui me sont inspirées à la fois de votre exposé et du rapport financier, l'édition 2023, que j'ai reçu comme parlementaire. Pour être certain de bien comprendre, quand je reprends l'affaire des 136 milliards, les fameux 136 milliards répartis en 31, 92 et 13, les 92 milliards étaient prévus comme étant les déficits prévisionnels de la période 2020-2023. Le déficit prévisionnel fin 2023 est de cet ordre-là. Il n'y a pas de surprise. Mais je veux dire par là qu'on vous a fixé une mission de 92 milliards. Vous avez déclaré dans une conférence de presse, dans un journal récemment, que, évidemment, vous étiez tenu par une mission et vous n'étiez pas responsable de la politique qui était menée, qui aboutissait à des résultats positifs ou négatifs. Et vous aviez insisté sur la nécessité d'avoir des politiques qui ne créaient pas de déficit supplémentaire. Et donc ma question porte plutôt sur cette réflexion que vous aviez faite à la presse. La deuxième question pose sur le coût de l'endettement, qui est en augmentation de 46% par rapport au 31 décembre 2022, lié, si j'ai bien compris, essentiellement à la hausse des taux. Dois-je le comprendre comme ça ? Est-ce lié à la hausse des taux uniquement ? Est-ce lié à des prêts qui sont à taux variable, oui. Et il faudrait que vous puissiez m'éclairer sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que cette hausse du coût de l'endettement de 46% par rapport au 31 décembre 2022 devra faire l'objet d'une augmentation de recettes pour être couverte? Sur la question du risque de change, j'ai été intéressé par voir que la poche dollar est en augmentation, puisque vous êtes en 2023 sur des emprunts à 12 milliards en euros et 10 en dollars. On est sur un quasi-équilibre entre euro-dollar. Comment on explique cette nécessité de recourir à des emprunts en dollars et comment pensez-vous que l'on puisse... et comment couvrez-vous le risque de change auquel vous faites évidemment référence dans votre rapport? Est-ce que vous avez des instruments particuliers pour réduire ce risque? Page 15, vous parlez d'un rapprochement opérationnel avec l'AFT. Est-ce qu'il s'agit d'un rapprochement qui était prévu avant l'échéance prévue initialement? Et en quoi consiste ce rapprochement opérationnel? Est-ce qu'il est toujours d'ailleurs opérationnel après le fait que vous ayez une nouvelle mission? Vous citez également sur la question des notes, l'agence, c'est Moody's, je pense, qui parle d'une perspective négative sur la notation. Je voudrais avoir votre commentaire sur cette perspective négative. Un mot sur les prévisions de ressources 2024 qui sont déterminées évidemment selon les hypothèses transmises par la direction de la sécurité sociale. Je lis un peu plus loin, page 34 du rapport, que les commissaires aux comptes n'ont pas été en mesure de certifier ces futures recettes, si j'ai bien compris, vous allez me le confirmer. Le texte dit « Les éléments nécessaires à l'obtention d'une assurance raisonnable sur les éléments de compte en lien avec les revenus de la CRDS et la CSG », donc manque. Quel est votre commentaire sur ce sujet?
Enfin, page 45, vous faites une référence rapide sur les possibles répercussions sur vos activités, sur vos risques créés par la guerre en Ukraine. De quoi parle-t-on? C'est le seul endroit où les choses apparaissent. Je voudrais être certain que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Et enfin, je refais référence à votre déclaration. Je crois que vous avez dit on ne peut pas se permettre, une solution de ce type, c'est-à-dire confier à vitam aeternam une dette à la CADES si on ne présente pas une trajectoire de redressement de l'assurance maladie totalement crédible. Ça a été votre déclaration récente et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que les trajectoires sont crédibles. Merci, Monsieur le Président. Mélange. J'ai fait un pot pourri, comme ça vous avez la possibilité de répondre à tout en même temps. Votre dernière question rejoint la première, il me semble. Oui. C'est Pierre Dac disait tout est dans tout et réciproquement. Bien, effectivement, je persiste ces signes. L'instrument CADES, disponible, bien sûr, toujours disponible au gré du choix des politiques, je dirais, n'est pas un instrument que l'on doit manipuler. Le problème, ça s'éteint tout seul. Présenté comme ça s'est passé dans le contexte de la crise sanitaire, sociale et économique de 2020, un plan de reprise d'urgence, parce qu'on a fait vraiment dans l'urgence, de 136 milliards, c'est une chose. Là, il était clair qu'il fallait faire quelque chose. Vous savez que ce qui s'est passé à l'origine, c'est que la COS, au début du mois d'avril, n'a pas trouvé auprès des investisseurs les offres de prêts pour pouvoir financer ces échéances de trésorerie. Ce qui était l'échéance de trésorerie la plus importante était l'échéance de versement des pensions du 9 avril. Le marché n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que le marché était totalement tétanisé par cette crise, par le fait que par grande partie de l'Europe notamment était en confinement. Et donc, voilà, on s'est retrouvé dans une situation quand même très... Bon, alors on a trouvé des solutions pour contourner cette absence de marché, puis le marché s'est ranimé, mais ça a créé un mouvement d'alerte très fort. On dit qu'on ne peut pas se laisser la Corse exposée à ce type de situation. Donc il y a eu cette dynamique de reprise de dette, enfin cette décision d'une reprise de dette, voilà, sans conditionnement, sans se poser la question si il fallait accompagner de tel ou tel élément de dette publique, de politique publique qui concerne directement l'assurance maladie et puis la retraite. C'est logique dans ces contextes. Là, nous sommes dans un contexte tout à fait différent. La question peut se reposer de reprendre ou de ne pas reprendre des dettes au vu des résultats qui sont ceux de la sécurité sociale attendus pour 2024 et les années suivantes. Ce que disent la plupart des gens qui s'intéressent à ce sujet, c'est que se représenter devant le Parlement avec un programme de reprise de dette qui ne serait pas accompagné d'une trajectoire crédible, donc de redressement des comptes de l'assurance maladie, ce n'est pas crédible du tout. La branche retraite a fait l'objet d'une réforme. On en pense qu'on en veut bien une réforme qui est en cours d'application, qui aura des effets qui sont un peu différés dans le temps, mais qui aura des effets. L'assurance maladie, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Voilà. J'ai rappelé une chose qui est évidente comme président de caisse que je suis, se doit de rappeler assez régulièrement. Alors ensuite, je suis votre liste. Le coût de l'endettement. Effectivement, le coût de l'endettement, c'est-à-dire la charge d'intérêt. Vous avez relevé que la charge d'intérêt entre 2022 et 2023 avait augmenté de 46%. On est passé d'1,250 milliard à 2,750 milliards. C'est l'effet tout simplement l'effet des taux d'intérêt. On est sorti à partir de début 2022 des taux d'intérêt négatifs. Et on s'est inscrit désormais de nouveau dans les taux d'intérêt positifs. On a fermé une parenthèse tout à fait exceptionnelle et assez irrationnelle, il veut dire, dans le monde de la finance de ces taux d'intérêt négatifs. Il n'y a rien d'autre que l'effet de taux. On s'efforce de faire les opérations d'emprunt sur le marché aux taux les plus faibles possibles, mais il y a une dynamique générale qui est celle de l'augmentation des taux. Donc on est passé, vous l'avez souligné, donc en 2022 on avait 1,250 milliard, en 2023 on est passé à 2,8 milliards, 2,750 milliards. En 2024 on attend à peu près 3 milliards. On a une petite progression, vous voyez, il n'y a pas une grande progression sur 2024. Voilà, ensuite, votre question sur le dollar.
le dollar. Alors, la CADES a cette particularité que n'a pas l'agence France Trésor, qui se doit bien sûr de défendre et illustrer l'euro, d'aller sur le marché international des capitaux autre que celui de l'euro, c'est-à-dire d'aller essentiellement sur le dollar. Pourquoi on le fait ? On le fait d'abord pour ne pas être trop présent sur le marché de l'euro. Le marché de l'euro est un marché qui n'est pas le plus grand marché, le plus vaste marché de la planète. C'est le marché de dollar qui est le plus vaste marché financier. Donc, essayer de ne point peser, que la France collectivement pèse moins sur le marché de l'euro. Ensuite, d'accéder à des maturités, c'est-à-dire des durées d'emprunt qui sont peu usitées en euros. La politique en matière d'emprunt, les maturités d'emprunt n'est pas la même sur le marché du dollar comme sur le marché de l'euro. Il y a des offres qui sont différentes. Et surtout, l'objectif, c'est de diversifier la base des investisseurs. On a sur le marché du dollar des investisseurs qui ne sont pas actifs ou très peu actifs sur le marché de l'euro. On a notamment tout le marché, enfin, la partie asiatique du marché de l'euro, plutôt du dollar, les banques centrales notamment de toute l'Asie du sud-est ou de l'est, qui sont tous des acteurs que nous recherchons et qui sont tout à fait intéressants, mais il faut aller les chercher sur le marché du dollar. Voilà, et en bout des investisseurs qui travaillent pratiquement en base d'abord sur le sol américain. Voilà, alors ce qu'on fait des arbitrages, tout simplement, quand on veut faire une opération, on regarde quelle est la devise qui serait la plus intéressante à faire. Est-ce que c'est l'euro et le dollar? Est-ce que passer par le dollar nous donnerait un petit plus en termes de taux que du côté de l'euro? C'est ce qu'on regarde très précisément pour lancer l'opération. Alors ensuite, comment on se prémunit du risque de change? Tout simplement, on convertit immédiatement, on fait une opération en dollars, immédiatement on fait un swap, on la convertit en euros. Je vous donne une illustration. La semaine dernière, on a fait une opération d'emprunt de 4 milliards de dollars et on a affiché un taux d'intérêt de 4,25, 4,5%, de 4,5%. On a fait une opération de swap. En swap, ça a donné 3,7 milliards au taux de change d'euros, mais avec un taux d'intérêt de 2,97. Oui, voilà. On le fait tout de suite, on supprime le change et on bénéficie de ce qu'il y a de mieux, bien sûr, en termes de taux d'intérêt du moment. Donc c'est une opération qui est tout à fait satisfaisante. L'AFT, les relations à l'AFT, effectivement, c'est en 2017, lorsque j'ai été nommé pour la première fois président de la CADES. Il n'y a pas de directeur à la CADES, donc je suis président exécutif de la CADES. J'ai été nommé dans un contexte où on était dans la trajectoire d'une fin de CADES à l'horizon 2024. Et plus on avançait d'ailleurs, plus ça s'est concrétisé. La rupture est devenue donc en mars 2020. Avec la crise que vous connaissez. On s'inquiétait à l'époque de savoir comment la CADES allait finir sa vie sans risque opérationnel. C'est-à-dire que la CADES est une toute petite équipe, on a quelques spécialistes, on est 7. Ces spécialistes, tôt ou tard, seraient appelés à quitter le navire, si je puis dire, pour faire autre chose, envisager un autre développement de leur carrière. Ça n'a rien de théorique, ça s'est produit. Donc il s'agissait de trouver une solution pour se prémunir contre le risque opérationnel, c'est conduire la CADES à pouvoir, jusqu'au dernier jour, pouvoir exécuter ses fonctions dans les meilleures conditions possibles. La solution qui a été avancée et retenue, c'est de se rapprocher opérationnellement de l'agence France Trésor. Alors ce rapprochement, il a été mis en œuvre à partir de l'automne 2017. Il n'a pas été question de le remettre en cause lorsqu'on a relancé la CADES à l'été 2020. On pensait d'ailleurs vraiment à autre chose à ce moment-là. On penchait surtout à réussir notre retour en force sur le marché international des capitaux à partir du mois de septembre 2020. C'était ça notre sujet. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste que mon équipe de front office et de back office, 4 personnes au total, sont mises à disposition de la CADES, sont mises à condition de l'AFT, et c'est sous la supervision du directeur et directrice adjointe de l'AFT qu'ont lieu les opérations d'émission. Voilà. Voilà. Mais la CADES existe toujours, elle est toujours distincte, elle a toujours une signature distincte, elle émet sous son nom. C'est un service de haute qualité qui est fourni par l'AFT pour nous permettre donc d'avoir aucun risque opérationnel en tant qu'établissement. Voilà. Ensuite, les agences de notation. Nous avons strictement les mêmes. Enfin, nous avons les mêmes. Nous avons actuellement, on vient de passer un marché, 5 agences de notation. On a les majors, Moody's, Fitch et Standard & Poor's, et puis on a 2 plus petites, DBRS et une nouvelle qui s'appelle Scope.
C'est très récent, le marché a été fait il y a 15 jours. La notation de la CADES par les trois majors, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, sont strictement identiques à celles de l'État. Il n'y a jamais d'hiatus. Voilà. C'est une cotation globale. La seule différence, c'est que nous payons, nous avons passé un marché, on paie les agences pour nous donner cette notation, mais l'AFT ne paie rien du tout, c'est gratuit pour les États. Voilà, donc il y a... Bon, ceci dit, bon, comme je le dis souvent, un opérateur sur le marché ne commente pas les notations de ces agences. Je ne fais jamais de commentaires, et mon collègue d'AFT ne fait jamais de commentaires sur la note que donnent les États. Les politiques font ce qu'ils veulent, mais les opérateurs s'abstiennent. Ensuite, les hypothèses de recettes. Les hypothèses de recettes, bien sûr, les hypothèses de recettes initialement sont des hypothèses qui sont arbitrées, ce qui est logique, qui sont propres à l'ensemble de la sécurité sociale dans le cadre de la FSS. Elles sont faites l'été qui précède le débat de la FSS. Donc cette année, les prévisions nous donnent 19,3 milliards de recettes attendues. C'est une hypothèse qui est relativement prudente. Bon, il est possible qu'on fasse mieux que ces 19,3. Ça va dépendre de la conjoncture. Pour le moment, il n'y a aucun dans les 5 premiers mois de recettes de cette année 2024, aucun signe qui nous laisse entendre qu'on serait inférieur à ces 19 milliards 3. Ensuite, oui. La certification. La certification des comptes par la CADES. Il y a un volet important de la certification des comptes qui concerne les recettes, la CSG et la CRDS. Le versement annuel, le fonds de réserve, il est normé, il n'y a pas de sujet là-dessus. Notre certificateur s'appuie, comme nous ne recouvrons pas nous-mêmes nos recettes, ce qui s'y recouvre, c'est essentiellement la COS et les URSSAF qui recouvrent nos recettes. Notre certificateur s'appuie sur la certification de la Cour des comptes. Or, la certification de la Cour des comptes, elle est décalée dans le temps par rapport à nos exigences. Nous devons absolument arrêter nos comptes avant le 31 mars de chaque année. C'est un impératif absolu. C'est un impératif absolu qui nous permet de mettre rapidement à jour notre documentation qui est supervisée par l'autorité des marchés financiers. On est opérateur du marché. On doit se présenter avec un dossier et des informations de première main sur notre activité. Donc, il faut le faire à une date donnée. Et la date donnée, c'est au plus tard déposé donc, à la suite de notre conseil d'administration, donc à la fin du mois de mars. Or, la Cour des comptes ne certifie les comptes qui nous intéressent, celui de la branche de recouvrement du régime général, qu'à la fin du mois de mai. Elle l'a fait la semaine dernière. Voilà. Donc il y a un hiatus. Il y a un hiatus, et donc il y a un hiatus qui fait qu'en fait notre certificateur utilise des formulations ou des appréciations de la Cour qui sont dépassées. Voilà. Il se trouve heureusement qu'elles sont dépassées. Mais voilà. Donc il faut vivre avec ça. Ce n'est pas satisfaisant, mais il n'y a pas de solution. On n'a pas trouvé de solution pour réduire ce hiatus de 2 mois entre notre exigence de 31 mars et celle de la Cour des comptes qui est fin mai. Bon, ça paraît curieux, il faut toujours l'expliquer, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Ensuite, les répercussions de la guerre d'Ukraine. Je ne sais pas très bien ce que c'était. Ah oui, c'est dans mon rapport, mais c'était quoi? Je me souviens plus. En fait, les répercussions de la guerre en Ukraine, c'est dès 2000. Ah oui. Non, c'est bon, mais c'est moi qui... Depuis 2022, donc depuis les problèmes en Ukraine, le certificateur, notre auditeur, Grant Thornton, nous a demandé de mettre une mention dans les comptes pour dire qu'il pouvait y avoir potentiellement des répercussions sur nos comptes. Et en fait, qu'on n'était pas lié à des investisseurs qui poseraient problème au regard de la politique française vis-à-vis de la Russie. Donc c'est pour ça qu'on met cette mention dans les comptes. Alors je souhaite qu'on ne la mette pas trop longtemps, mais on la met tous les ans. Non, lorsque la guerre d'Ukraine s'est déclarée
déclaré donc en février 2022. Immédiatement, tous les investisseurs que nous sommes, les émetteurs que nous sommes, sont précipités. Regardez le compte, ils avaient avec la Russie des relations problématiques. Il s'est trouvé qu'aucune entité russe n'a investi dans les émissions de la CADES. On s'en est réjoui. Voilà. Donc ça, il y a ça derrière aussi, hein, cette dimension. Voilà. Mais je crois que j'ai arrivé à la fin de la liste. Merci infiniment. Juste, je voudrais rebondir sur un point, et puis je passerai la parole au rapporteur ensuite, sur la question de la technique d'emprunt. Sur la technique d'emprunt, qu'est-ce qui fait, et expliquez aux béotiens que je suis, qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous empruntez en dollars et pas l'État, l'AFT le choix que vous nous présentez assez logiquement, vous nous dites, au fond, l'avantage, c'est que nous élargissons nos capacités d'action. Hein, en clair, c'est ça. Le marché est plus grand, c'est plus vaste. Et ça, le bon sens le fait deviner. Pourquoi l'AFT n'a pas besoin de cette facilité? Et de la même manière, l'AFT, je crois, pratique l'assimilation comme technique. L'adjudication. Mais et vous, quelle est la différence de pratique? L'assimilation aussi, je veux bien dire l'assimilation, mais quelle est la différence de technique entre l'emprunt CADES et l'emprunt pour l'État? Et quel est l'avantage relatif de l'un à l'autre? La réponse, la première question, pourquoi l'AFT fait exclusivement de l'euro? L'AFT, c'est l'opération de l'État, et on voit mal l'État ne pas défendre systématiquement l'euro. Voilà, c'est une logique très fortement politique. Ce serait interprété comme une défiance, sans doute, que l'État aille emprunter sur le marché du dollar ce qu'il peut avoir sur le marché de l'euro. Antoine Duren, que vous verrez plus le 28, vous expliquera tout ça, mais bon, il y a une forte logique. Nous, on nous a permis de faire autre chose. L'UNEDIC fait la même chose. Enfin, les autres opérateurs peuvent aller sur d'autres marchés. Mais comme je l'ai dit, ça soulage un peu le marché de l'euro. Il n'est pas si profond que ça, le marché de l'euro. Hein. Donc, c'est très bien qu'on puisse se diversifier au moins de ce point de vue. Et l'autre question, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que vous m'avez posé? Ah là, oui, la syndication. Alors oui, l'ACOS utilise uniquement, la CADES utilise uniquement la technique dite de la syndication. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une opération, on demande à 4 banques majeures du marché international des capitaux, 2 françaises en général, 2 anglo-saxonnes, d'être notre opérateur. Alors, bien sûr, c'est une opération de haute intensité dans laquelle notre front office est très présent et c'est très en lien. Donc, c'est une technique, une technique dans laquelle on médiatise par les banques, les grandes banques, ces opérations. La technique traditionnelle de l'AFT, elle est différente, même si elle, de temps en temps, elle fait également de la syndication. C'est celle de l'adjudication. L'adjudication, ça veut dire qu'elle tout le temps d'année, elle programme tout un tas d'opérations, elle les annonce. Nous, on ne les annonce pas. On n'a pas de calendrier annoncé. On les fait quand on sent que le marché est disponible. Donc voilà, mais c'est une différence qui ça n'a pas d'autre portée que deux cultures différentes. Mais l'AFT, vous expliquera, fait quelquefois des opérations aussi de syndication. Elle n'est pas mono-utilisatrice de l'adjudication. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, de vous être rendue disponible dans les délais. J'ai plusieurs questions qui relèvent, en saluant également la présence de parlementaires comme Madame Louwagie, qui siège au comité de surveillance de la CADES, prouvant ainsi que la CADES est sous la surveillance du Parlement. Plusieurs questions sur la spécificité de la dette sociale. D'abord, pour savoir si la dette sanitaire est isolée à la manière dont elle l'est pour l'État et si elle fait l'objet d'un amortissement isolé. Vous avez évoqué 136 milliards d'euros de reprise. Est-ce qu'on peut considérer que l'ensemble de ces 136 milliards d'euros ont été apurés? Et peut-être pourriez-vous également nous donner des éléments de comparaison européenne à la fois sur la gestion de la dette sociale ainsi que sur
ces montants. Sur le profil des investisseurs, est-ce que vous constatez des différences entre les investisseurs État et les investisseurs sociaux, si l'on peut dire? Vous avez évoqué des difficultés de placement à COS. Est-ce que depuis lors, vous avez connu d'autres nouvelles difficultés de placement? Est-ce que, de la même manière, vous avez évoqué plus largement l'avenir de la CADES et l'avenir de ses ressources ainsi que de ses dépenses associées? Est-ce que vous portez un regard critique sur la nature des ressources qui y sont affectées, dont à la lecture de la prévision pour 2024, on peut considérer qu'elles sont plutôt stables et qu'elles sont plutôt en lien avec l'évolution de la fiscalité du capital? S'agissant des déficits qui restent à apurer, vous avez évoqué le déficit 2019. Est-ce que vous pourriez nous préciser le déficit 2017? Parce que notre commission d'enquête s'intéresse à l'année 2017. Et est-ce que vous seriez en mesure de nous indiquer quel pourrait être le montant de la dette restant à apurer si il n'y avait eu ni déficit ni dette en 2017? Autrement dit, est-ce qu'on est capable d'isoler dans le programme des missions auxquelles vous faites face les éléments qui sont spécifiques à cette mandature ainsi qu'à la précédente? Et enfin, vous indiquez que l'instrument n'est pas idoine pour faire face aux évolutions de dépenses, notamment d'assurance maladie, auxquelles nous avons à faire face, et un rapprochement avec l'AFT. Intuitivement, je me demandais si vous plaideriez pour une sorte de pilotage unique des structures de financement de notre dette, peut-être sous le contrôle de l'AFT, afin de gagner en opérationnalité et peut-être également en charge d'intérêt. Voilà, je vous remercie. La définition d'une dette Covid, à ma connaissance, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, et je dirais qu'en tant qu'ADES, elle ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que la dette Covid? Je m'explique. La dette Covid, c'est d'abord le produit. C'est le produit, en fait. D'abord, d'une réduction des recettes. Il faut être clair. Le premier effet de la crise sanitaire et économique qui l'a suivi, c'est un recul très fort des recettes qui a touché toutes les branches, qui a touché l'ensemble de la Sécu, l'ensemble des régimes. Voilà. Ensuite, c'est une augmentation, bien sûr, des dépenses traditionnelles de l'assurance maladie versus essentiellement, bien sûr, les établissements de santé. Et ensuite, ça a été également, il faut le souligner, l'élargissement du périmètre d'intervention de l'assurance maladie, puisqu'elle a absorbé les dépenses de santé publique qui ont, bien sûr, explosé dans le contexte de la crise sanitaire. Voilà. C'est ça, la dette Covid, cet ensemble-là. Ce qu'on nous a transféré, ce qu'on a cherché de transférer au titre des années 2020 et 2021, qui sont les années Covid, si on peut dire, c'est la dette qui s'est constituée, les déficits qui sont constitués, transformés en dette, sans chercher à distinguer ce qui relevait de telle ou telle composante, telle que je viens de les donner. Ce qui est logique. On est là pour apurer de la dette, pour soulager financièrement le régime général. Peu nous importe quelle est l'origine de cette dette. Voilà. On y a ajouté, c'était une innovation, donc un tiers de la dette des hôpitaux. Moi, je trouvais ça tout à fait normal. C'est les hôpitaux, on le sait, ils sont financés fondamentalement par l'assurance maladie. Il y avait une logique. Ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel n'y ont trouvé à redire. Voilà. Donc, notre vision est une approche globale, une vision globale. On ne cherche pas à savoir quelles sont les composantes. Je doute d'ailleurs même que ça existe, qu'il existe une analyse assez fine pour répondre à ces deux questions. Mais peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? On n'en sait rien. J'aimerais bien d'ailleurs que quelqu'un un jour investisse le sujet, d'aller voir ce qui se passe dans les autres États membres, ou au-delà des États membres, comment a été géré, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période, quels mécanismes ont été mis en place pour financer, est-ce qu'il y a eu de la dette, comment ils ont réussi. On n'en sait strictement rien. Voilà. Donc je ne sais rien, ne peux pas vous répondre. Profil investisseur, entre les profils des investisseurs qui s'intéressent à la CADES et à la TA, sont pas très différents. La CADES a depuis septembre 2020 une particularité. Elle fait ce qu'on appelle des émissions sociales. Vous savez qu'il existe des green bonds,
Donc il y a des émissions vertes, mais il y a désormais des émissions sociales. Des émissions sociales, c'est des émissions qui sont chargées de financer des politiques sociales, des politiques positives en matière sociale. Donc on a investi fortement dans ce dispositif, je n'en donne pas les détails comme on a fait, mais désormais on émet essentiellement, même si ce n'est pas en totalité, la dernière opération que j'ai citée en dollars, elle ne s'est pas faite en émissions sociales. Les émissions sociales, c'est un marché qui est récent, qui date en fait de l'automne 2020, dans lequel les acteurs sont peu nombreux. Il y a nous, il y avait l'UNEDIC du côté de la France, la Commission européenne dans ses opérations de financement de la crise Covid, etc. On n'est pas très nombreux. Et puis il y a des investisseurs qui sont de plus en plus intéressés par cette coloration d'être un investisseur avec une estampille émission sociale. Donc voilà. Donc là, on a été pendant 3 ans, on a été le principal émetteur d'émissions sociales de la planète. On a été singularisé là-dessus. Ça vous prouve bien que le marché est quand même assez étroit. Donc on a c'est bien sûr, comme on est le seul dans l'espace avec l'UNEDIC, mais un peu des montants beaucoup plus faibles, à faire ce type d'émissions. Ça nous différencie bien sûr un petit peu de l'État qui, lui, fait plutôt quand il fait de la diversification de ce type, il va plutôt du côté des émissions vertes. Voilà, c'est son rôle. Voilà, je simplifie, mais en gros, les émetteurs sont pratiquement même. On vous donnera bien sûr les données des émetteurs, mais il n'y a pas de grande différence entre les investisseurs qui s'intéressent à l'État et celles qui s'intéressent à la CADES. La Corse, non, heureusement, bien sûr que la Corse n'a pas rencontré d'autres difficultés que celles qu'elle avait rencontrées donc au début avril 2020, pour une raison très simple. Ce qu'on a fait comme opération de reprise de dette, c'était d'abord d'enlever les 31 milliards qui étaient dans les comptes de la Corse, les déficits cumulés jusqu'à 2019, ils étaient pour l'essentiel dans les comptes de la Corse. Et c'est ça qui alourdissait la charge d'emprunt court terme de la Corse, parce qu'elle, non seulement elle finançait sa propre trésorerie, la trésorerie normale d'un gros régime comme le régime général, mais aussi elle était obligée de financer des déficits qui n'avaient pas été repris par la CADES. Voilà, là on l'a retiré. On ne les a pas ajoutés. Ici, il y a d'autres phénomènes qui ont un peu alourdi la charge d'emprunt de la COS, mais ça, son directeur vous expliquera ça. Mais on n'a pas de sujet. On a réussi justement à rétablir un positionnement normal et un regard normal des investisseurs sur les demandes d'emprunt à court terme de la COS. Ça s'est fait assez vite. La crise, heureusement, a été de quelques semaines à peine. Bon. Mais n'empêche qu'elle c'est un sacré avertissement. Ensuite, 2017. Alors, je n'ai aucun souvenir particulier de 2017. Dans les 31 milliards, je ne sais pas s'il y a du 2017. Il y a sans doute du 2017 dans les 31 milliards, puisqu'on était au 31. Donc, on a pris les déficits régime général qui étaient des branches considérées au 31 décembre 2019. Donc voilà, je n'ai pas de réponse vraiment à vous apporter là-dessus. C'est pour qui est singularisé 2017. C'est le type de questions qu'il faut plutôt les poser à la direction de la sécurité sociale, qui vous donnera quelques détails là-dessus. Moi, je n'ai rien de particulier à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, les recettes de la CADES. Moi, je me réjouis que la CADES ait les recettes les plus dynamiques et les plus modernes par rapport à l'ensemble de la protection sociale. On a la CRDS. CRDS avait été construite comme une super CSG. La différence entre la CRDS et la CSG, c'est que c'est une affaire de champ. On a à peu près 450 millions de recettes supplémentaires par rapport à 0,5 de CRDS par rapport à 0,5 CSG apporte à peu près 500 millions, pour moins de 500 millions de recettes supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus large en termes de champ que la CSG. Ce qui est important, ce qui m'importe dessus, c'est qu'on ait des recettes qui mobilisent les retraités et qui mobilisent le capital. Voilà, c'est ça, les deux composantes. La CSG et la CRDS ont été conçues pour mobiliser la grande majorité des retraités qui sont contributeurs selon un système que vous connaissez très différencié selon les revenus, mais ils sont là. Au point de vue capital également. Donc on avait dans une CSG ou une CRDS, il y a 10% de contribution du capital, 10% de contribution des retraités. Ce qu'on fait avec notre troisième composante, qui est l'apport annuel du Fonds des réserves des retraites, c'est qu'on arrive à doubler le capital. Ça veut dire que dans la structuration des recettes globales de la CADES, vous avez 60% qui correspondent à des revenus d'activité salariée ou non salariée,
vous avez 20% qui viennent du capital et puis 20% des retraités. C'est ça qui est vraiment très important. Il y a une diversité. C'est que on est là pour construire. La CADES, fondamentalement, c'est le dernier élément qui fait vivre la sécurité sociale. C'est la garantie absolue que la sécurité sociale sera présente vraiment aux échéances qu'elle se donne vis-à-vis des assurés sociaux. C'est ça. Il est normal que la solidarité nationale s'exprime sur le plan financier dans toutes ses composantes pour pouvoir la financer. Donc moi, je suis vraiment très attaché à cette tripartite CRDS, CSG et abondement du FRR, parce que c'est justement ça qui garantit une véritable solidarité financière en faisant participer tous les acteurs, un peu plus proportionnellement les revenus de capital, ce qui est une très bonne chose. Qu'est-ce que c'est l'autre question? Ah non, alors là, non. Non, pas de pilotage unique, ça ne sert à rien. Honnêtement, un pilotage unique de la dette, d'abord, on ne peut pas mélanger une structure qui fait de l'amortissement à une structure qui ne fait pas de l'amortissement. Si on a créé une caisse d'amortissement, c'est qu'on avait une tâche très spécifique par rapport à ce que fait au quotidien l'agence France Trésor. Et il faut une caisse d'amortissement, il faut qu'elle soit reconnue sur le marché. On a mis des années à crédibiliser. Mon prédécesseur a mis des années à sillonner la planète, à vendre le produit CADES, à faire connaître la CADES pour que les investisseurs viennent s'y intéresser, etc. Il ne faut surtout pas défaire tout ce qu'on a défait. L'enjeu en termes de taux, il est mineur. Le différentiel de taux, qu'on soit, c'est quelques dizaines de points de base, des fois, c'est même régulier, ça n'a aucun impact financier réel. On se focalise là-dessus, non. Ce qui est important, c'est d'avoir deux instruments qui n'ont pas le même rôle, qui n'agissent pas sur les mêmes marchés. On ne peut pas se priver non plus, parce qu'on aurait un opérateur unique du marché des autres devises que l'euro. C'est pas vrai, il ne faut pas faire ça. Il faut être présent sur le marché du dollar et l'utiliser au mieux. Non, ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Mon collègue de l'AFT vous dira exactement la même chose, je pense. Et bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et la parole, complétée Non, simplement, je m'interrogeais sur le différentiel de taux, précisément, par rapport à l'État. Est-ce que c'était linéaire? Est-ce qu'il y avait un écart linéaire ou est-ce qu'il était erratique? Et je voulais savoir, en matière de diversification, si vous aviez recours à des obligations indexées. Il n'est pas linéaire, il y a des périodes où il est un peu plus accentué ou un peu plus faible. Donc en ce moment, il est plutôt faible d'ailleurs. On a une période qui est plutôt une bonne période. Mais comme je vous dirais, c'est quelques dizaines de points de base. C'est vraiment pas grand-chose. Oui, alors, la structure de nos emprunts, 75% des 142 milliards qui sont le stock de notre endettement sont des emprunts. 75% de cette somme correspond à des emprunts qui sont à taux fixe. Ensuite, nous avons 23% de cette somme sont des taux d'intérêt variables. Et ensuite, on a un petit reliquat, un tout petit reliquat dont on va se débarrasser d'ailleurs cette année, parce que dans quelques semaines, on va le rembourser. On a un emprunt à taux indexé, voilà, dont on va se débarrasser. Ce n'est pas très intéressant, ce type d'emprunt, mais voilà. Voilà la structuration, elle est assez stable, cette structuration. Hein, donc elle va renforcer la part variable par rapport, avec cette disparition, par rapport au taux fixe. Merci beaucoup. Donc je vais prendre les questions. J'ai deux demandes. D'abord, Madame Louvagie, qui donc, comme Monsieur Di Filippo, ensuite Monsieur Jean-René Cazeneuve et Monsieur Di Filippo, Madame Louvagie, qui a deux qualités, comme il a été rapporté, puisqu'elle est également la présidente du comité de surveillance. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale. J'ai en fait 7 questions. Une première concernant la mise en place de la CADES, dont l'objectif était finalement d'isoler la dette sociale de la dette de l'État et d'envisager son amortissement avec une fin de vie qui était prévue quelques années après. Il y a quasiment maintenant 30 ans de sa constitution. Est-ce que depuis la mise en place de la CADES a connu une évolution de ses missions? Notamment, vous parliez par exemple d'une préoccupation émission sociale ou émission verte. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez nouveau? Voilà, est-ce que vous avez connu une évolution de la manière dont vous organisez vos missions? Une deuxième question, quelle est la nature des relations que la CADES a
avec le gouvernement et éventuellement avec quel ministère? Une troisième question, avec du recul. Est-ce que la création de la CADES a contribué finalement à déresponsabiliser encore plus sur les questions financières et budgétaires la sphère sociale? Vous avez affirmé il y a quelques instants qu'une réponse au déficit de la branche maladie devait être apportée. Est-ce à dire que l'absence de maîtrise des comptes de la branche maladie est de nature à mettre en difficulté l'objectif premier de la CADES que de rembourser la dette sociale? Et est-ce que la succession de nouveaux transferts, qui sont intervenus très rapidement après la création de la CADES, puisque les premiers sont intervenus en 1998 avec des prolongements de 5 ans, ensuite très vite en 2004 avec des prolongements de 7 ans, est-ce que cette succession de nouveaux transferts qui se poursuivent n'est pas un élément qui dénature l'objectif de remboursement de la dette sociale, puisque finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un effet boule de neige en amortissant effectivement une partie de la dette, mais en la reconstituant assez vite? Une quatrième question qui va un petit peu dans le même sens, parce que la création de la CADES associée à une absence de maîtrise des dépenses sociales et déficits est un coup d'épée dans l'eau. Une cinquième question, au regard des liens et conventions qui vous lient avec l'AFT, vous avez effectué des réponses au président et au rapporteur, quelle est, je dirais, la plus-value de la CADES par rapport à une dette qui serait gérée directement par l'Agence française du Trésor? Une sixième question, est-ce que les maturités des emprunts, qui sont différentes, 3, 5, 7, 10 ans, je crois, sont organisées pour tenir compte des prolongements de vie et de la date de fin de vie de la CADES qui est en 2033? Est-ce que la date de fin de vie de la CADES à 2033 est toujours d'actualité? Je m'arrêterai à 6 questions puisque vous avez apporté une réponse à la 7e que j'avais préparée. Je vous remercie. À la dernière. La durée des emprunts, effectivement, respecte strictement l'échéance que nous fixe le législateur. Il est hors de question d'avoir des emprunts qui dépasseraient l'échéance de 2033. Ça, c'est bien sûr. Notre objectif, c'est, je vous en montre le... Je l'ai là. Ah merde, c'est pas... Voilà. Vous avez les encours obligataires jusqu'à d'aujourd'hui, de 2024 à 2032, 32 là-dessus. Voyez. Notre objectif, c'est par les emprunts, c'est de combler les trous, d'égaliser progressivement les trous. Mais on ne dépasse jamais les taux, enfin plutôt le montant des emprunts qui sont à rembourser des années qui viennent. En aucun cas, on envisage de dépasser. C'est une obligation stricte, on la respecte. Je vous rassure tout de suite. Comme je disais tout à l'heure, l'existence de la CADES, ça nous donne une visibilité, ça nous donne un accès à des investisseurs qu'on n'aurait pas tout à fait l'AFT. On a désormais, notamment avec les émissions sociales, une fidélisation. On n'a jamais eu autant d'offres en nombre d'investisseurs ou en montant donc, de livres d'or, ce qu'on appelle livres d'or, jamais ont été si élevés que les années qui viennent de se passer. Il ne faut absolument pas détruire cette relation majeure avec le marché. On coexiste très bien, on travaille très bien ensemble, mais il ne faut surtout pas de mélanger une caisse d'amortissement avec un organisme qui n'est pas un organisme d'amortissement, qui gère de façon très différente. Alors là, oui, est-ce que la CADES déresponsabilise les politiques? Moi, je dis non. La preuve, c'est ce qui s'est passé après la première grande crise exogène, qui a été la crise financière, donc qui s'est déclarée en 2017 plutôt. Là aussi, je vous remonterai, je ne sais pas s'il est là. Ah si, mais c'est dommage que ça n'ait pas été paginé, ça. La courbe. Merde. Non, c'est pas ça. Non, les déficits. Oui. La chronique des déficits. La preuve que la CADES ne déresponsabilise pas, elle vient de là. Nous avons touché un premier fonds de déficit lors de la fameuse crise financière de 2009. La courbe de redressement est spectaculaire. Linéairement, on a mis 10 ans
pour détruire l'effet de la crise. Mais tous les ans, on l'a rapproché un peu plus de l'équilibre. Le processus s'est interrompu en mars 2020. On était à peu près certain qu'en 21, pas en 20, mais en 21, on touchait le Graal, si je puis dire. On était enfin revenu dans un univers dans lequel on pouvait considérer que les comptes de la sécurité sociale seraient gérés dans l'équilibre. Après, on peut discuter sur la façon dont on a obtenu ce résultat, d'accord, mais n'empêche que bon, la CADES était bien derrière là. On voit bien qu'elle n'a pas dérangé ce mouvement, mais elle l'a même encouragé. Parce que quand on affichait, on a cessé d'afficher, de dire que c'est certain, en 2024, la CADES va cesser son activité, ça commence à commencer à prendre place dans l'esprit de l'opinion et à s'installer dans les esprits. En janvier 2020, personne ne mettait en cause que la CADES allait enfin disparaître. Il avait raison d'ailleurs, tout donné. Bon, après, il y a ce choc exogène complètement imprévu. Voilà. Donc non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que c'est une fonction de déresponsabilisation. Est-ce que ça responsabilise suffisamment? Peut-être, ça c'est une autre question. Mais au moins, elle ne déresponsabilise pas. Nature des relations de la CADES avec le gouvernement. On a deux ministres tutelle, principalement le ministre de l'économie et des finances et ensuite la ministre en charge du secteur social. Donc, ils sont aussi membres ils assistent au conseil d'administration, ils exercent leur activité de tutelle. On est en relation nécessaire, constante. Il n'y a aucune difficulté particulière de ce point de vue. Et ensuite, la première, c'était quoi? L'évolution des missions. Ah, l'évolution des missions. Mais alors, quelles sont les évolutions des missions? Oui, il y a eu quelques évolutions. Les plus marquantes, je les ai d'ailleurs évoquées, ça a été la création des émissions sociales en septembre 2020, donc de se donner une coloration d'émetteurs un peu différente de celle qui était avant. Ça a été aussi, en 2020, le fait qu'on finance une partie de la dette des établissements de santé participant au service public hospitalier. Ça aussi, c'était une nouveauté. Voilà. Il y a eu guère d'évolution forte. Il y a une forte continuité. Mais il faut une forte continuité en industrie de structure. On a en face des investisseurs. C'est un peu conservateur, les investisseurs. C'est bien, voilà, il faut entretenir des relations. Il ne faut pas créer de doute sur l'existence de son organisme, sur la qualité de ses prestations, sur sa présence sur le marché. Voilà. Il faut construire une relation. Monsieur le rapporteur général, M. Cazeneuve. D'accord, très bien. Monsieur Aquila. Ça va, j'ai rien dit de problématique. Ah, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Ray, je reviendrai sur la question de notre Président sur la certification du commissaire aux comptes, qui certifie les comptes effectivement avec réserve, et vous avez donné une explication par rapport à ces délais. Il se trouve que le rapport de la Cour des comptes a été produit, vous l'avez dit en mai. Je prends rapidement connaissance au moins des premières constatations. La Cour certifie avec réserve les comptes de 2023 de 4 des 5 branches de prestations du régime général ainsi que ceux de l'activité de recouvrement. Elle émet une impossibilité de certifier les comptes de 2023 de la branche famille, réseau des CAF et de la CNAF. En effet, le montant des erreurs non corrigées par les actions de contrôle interne s'élève à 5,5 milliards de versements indus, mais aussi de prestations non versées à tort qui ont été constatées à la fin de 2023 et qui ne seront jamais régularisées. La CNAF, qui s'était engagée à des actions de redressement au second semestre de 2023, qui n'ont pu encore pleinement produire leurs effets sur 2023. Quelle est votre analyse de cette situation plus que préoccupante, pour moi en tout cas? Sujet pour la CADES. Elle est doublement hors sujet. Elle est hors sujet parce que la CADES s'intéresse à l'activité certificatrice de la Cour des comptes uniquement pour la branche recouvrement. C'est une recette qui nous intéresse. C'est la façon dont sont recouvrées et la qualité de recouvrement de la CSG et CRDS. Voilà. L'activité de prestation nous est indifférente. Absolument indifférente de ce point de vue. Ensuite, la branche famille n'est pas un client, entre guillemets, n'est pas un client de la CADES, puisque la CADES reprend que les branches en déficit. La CNAF est en excédent depuis de nombreuses années.
Elle a été partiellement en déficit dans le contexte général de 2020, bien sûr, comme tout le monde, comme toutes les branches. Voilà. Donc, elle n'est même pas un client de la CADES. Donc là, le sujet que vous évoquez, pour nous, n'a pas lieu d'être évoqué, si je puis dire. Merci, Monsieur Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue également le président de la CADES et Madame la secrétaire générale. Effectivement, pour un outil qui semblait être transitoire, on voit s'installer dans la durée. Et je pense qu'on peut raisonnablement vous projeter en voyant l'évolution des choses au-delà de 2033. Malheureusement, ai-je envie de dire, on anticipe une hausse des déficits de la sécurité sociale dans l'ensemble de ces branches. Je ne parle même pas de l'évolution avec le vieillissement démographique des retraites, comme vous l'avez dit, quoi qu'on pense de la réforme qui a été faite, et de la branche vieillesse. On parle d'un doublement d'ici à 2027 des déficits de la sécurité sociale. Donc, par rapport à la trajectoire que vous venez de décrire sur le graphique que vous nous avez montré, on voit que les perspectives de retour à ce que vous appelez l'équilibre des comptes et donc l'apurement total de la dette confiée à la CADES, il apparaît de plus en plus comme quelque chose d'hypothétique. Donc vous devez quand même, je pense, en tant qu'acteur de la CADES, alors vous gérez ce qu'on vous transfère, mais vous devez quand même avoir un regard particulier sur ce qu'est l'évolution de la dette de la sécurité sociale. Et pour que vous puissiez malgré tout répondre à ma question, je vais l'orienter. Comment vous géreriez le transfert de progressivement 17 milliards d'euros par an d'ici à 2027 et peut-être au-delà? C'est le déficit annoncé des comptes de la sécurité sociale dans une conjoncture économique qui se dégrade et avec des dépenses de vieillesse, de maladie qui ont plutôt tendance à augmenter dans la conjoncture qu'on connaît telle qu'elle est gérée par l'exécutif. Ensuite, sur les conditions, deuxième question, sur les conditions de la gestion financière, alors on voit les taux ont tendance à évoluer, ils baissent avec le swap, mais on est monté vers les 4%, aujourd'hui plutôt vers les 3%. Si on s'installait durablement dans un contexte de taux élevés, sachant qu'on est déjà au-dessus des 136 milliards qui permettaient une extinction en 2033, je dis, dans un contexte de taux élevés entre 3 et 4%, comment est-ce qu'on parviendrait à éteindre la dette actuelle sans transfert supplémentaire d'ici à 2033 ? Est-ce qu'une prolongation de l'activité de la CADES, compte tenu de ce qui s'est passé au cours des dernières années, avant la fin du mandat, vous paraît être quelque chose d'inévitable ? Merci, Monsieur Di Filippo. Alors, je réponds déjà à la deuxième question. Le dispositif arrêté à l'été 2020, donc de reprise de 136 milliards dans un calendrier de prolongation de l'activité jusqu'à la fin de 2033, envisageait sur des hypothèses de taux plus élevés qu'il n'y avait à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, on était à un taux d'intérêt négatif. Donc on avait envisagé et pris les marges de manœuvre nécessaires pour que, si jamais les taux étaient orientés fortement à la hausse pendant cette période, on puisse achever notre mission quand même à la fin de l'exercice 1933. Il se trouve que les 2 premières années ont été particulièrement fastes, puisqu'on a eu des taux d'intérêt négatifs au moment où on a emprunté les plus fortes sommes, en 2021 et en 2022, enfin plutôt 20 et 21. Voilà. Donc ça, déjà, on est parti sur une base plus intéressante que ce qui était initialement peut-être prévu. Ensuite, la hausse des taux, vous la connaissez. On a passé un palier à 2% suite à la déclaration de la guerre d'Ukraine. Là, on est à 3%. On est quand même dans un contexte où l'inflation est jugulée en Europe, ou même si encore elle n'est pas aux États-Unis, elle a de bonnes chances de se réduire. La BCE va sans doute amorcer, on l'espère, une baisse de ses taux à partir du mois de juin. La Fed, ça sera plus tard sans doute, c'est annoncé comme tard. On n'est pas dans un contexte dans lequel on a une perspective de hausse des taux telle que vous l'avez dessiné. Maintenant, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe exogène. Tout est possible dans ce monde. Personne n'avait prévu la crise financière, personne n'avait encore moins prévu la crise sanitaire. On n'est pas à l'abri d'un choc. Mais ça ne se, voilà. Donc, mais pour le moment, rien ne dément. Oui. Ah, mais 3, non, mais ça suffit.
C'est bon, les 3, non, les 3, il n'y a aucune difficulté. Je vous interromps, Monsieur le Président. Justement, pour être certain d'éteindre en 2033, c'est la question de M. Di Filippo. On a calculé au début un taux moyen de combien sur la période? Au maximum, on passe à combien? Alors là, honnêtement, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas vous répondre. Je ne me souviens plus exactement. On a modélisé de toute façon. Tout ça, c'est un modèle. Vous nous passerez oui, voilà, les documents. Les éléments, M. Di Filippo avait une oui. première question qui était... Alors, je ferai ce que le Parlement me décide de faire. Si le Parlement vote une loi qui étend le domaine d'intervention de la CADES à d'autres déficits de ceux de l'enveloppe de 136 milliards, on fera. On a bien fait 136 milliards. Hein. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé pour être présent sur le marché, pour obtenir du marché les prêts nécessaires pour financer cette reprise de dette. Il y a, ouais. Je suis désolé, c'était un peu brouillon. Je reformule. Si, par rapport à ce qu'on anticipe être les déficits de la sécurité sociale, à partir de quel moment on ne passe plus dans l'enveloppe des 136 milliards qui vous ont été transférés? Est-ce qu'au premier euro supplémentaire de déficit, on est déjà en dehors de cette enveloppe-là, ou est-ce que vous avez encore une capacité d'absorption supplémentaire? Je comprends la question. On a une enveloppe de 136 milliards. On va finir de la consommer cette année, puisqu'il reste encore 6,6 milliards de reprises à faire cette année. Et l'enveloppe est close après. Voilà, la clause est close. Voilà. Alors, voilà, elle est close l'enveloppe. Voilà. Vous n'avez pas possibilité de mettre dans l'enveloppe des déficits supplémentaires par rapport à ce qui était envisagé. Ça va être un peu l'inverse. En fait, la réalité, c'est que les 4 exercices de 2020 à 2023 ont suscité un peu plus de déficit que les 92 milliards prévus. Voilà, c'est l'inverse. Vous avez vu que les déficits de 2023, malheureusement, étaient un peu plus accusés que ce qui était prévu initialement. Voilà, c'est l'inverse. L'enveloppe de 136 milliards n'est pas tout à fait à hauteur, ce qui est normal. Le moment où on a calculé l'enveloppe de 92 milliards sur un coin de table, excusez-moi, mais on ne pouvait pas. Ça aurait été une divine surprise qu'on ait réussi à estimer le déficit de ces 4 exercices. Hein? On aurait pu même, voilà, mais exactement. C'est grave de voilà. consommer l'enveloppe, enfin c'est préoccupant de consommer l'enveloppe avant que la période soit échue. Ça nous met déjà dans une perspective de renouvellement et d'agrandissement du champ de contraction, comme vous l'appelez dans les années. Non, votre raison n'est pas bonne, parce que quand on a fait, quand on a défini l'enveloppe de 100, on a bien sûr intégré le fait qu'on allait mettre quelques années pour redresser la Sécu. On a eu un choc exogène, une violence extrême, sans précédent. Vous avez vu les déficits, ce que c'est? Voilà. Bon. On savait très bien qu'on mettrait des années, et beaucoup plus difficile sans doute qu'on avait dans les 10 années qui avaient précédé, lorsqu'on a redressé la situation par rapport à la crise financière. Oui. Donc l'hypothèse que 136 milliards auraient été sous-consommés, pour voir ce que vous dites, mais elle était invraisemblable. Elle est invraisemblable. Ce n'était absolument pas crédible. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir de cette année, on est dans une extension du champ de votre action et les déficits qu'il y a devant nous, tels que là, voilà, c'est pas votre problème, ok, mais les déficits qu'on a devant nous sont structurels, une dégradation structurelle des différentes branches de la sécurité sociale et que de toute façon, pas un centime de ces déficits structurels. Vous pouvez parler du passé avec des causes exogènes. Moi, je regarde aussi l'avenir et la fin de ce mandat-là. Avec des causes structurelles non exogènes, le premier centime en plus, même avant, ne tiendra plus dans l'enveloppe qui a été transférée actuellement. Là, on est bien d'accord. Juste un mot, Madame Louwagie, puis je passe la parole au rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais juste savoir si le montant non repris est de 6,6 milliards ou 8,8. Parce que vous avez utilisé deux chiffres. Alors, il y a peut-être une question de temporalité. Je disais que dans l'enveloppe des 136, dans les 92 milliards, parce qu'on est là sous l'enveloppe des 92 milliards, pour faire de la reprise de dette en 2024, il restait une enveloppe disponible de 8,8 milliards. On va intégralement l'utiliser. Voilà. Les 6,6, c'est parce que j'ai déjà fait 2 milliards de reprises
2 milliards de reprises là au début de l'année. Il me reste 6 à faire d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Cazeneuve, monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Désolé d'être sorti quelques instants. Je voudrais revenir sur trois points qui ont déjà été un peu abordés, mais l'écart de taux. Alors, vous me dites que c'est quelques dixièmes de points, mais c'est quand même un peu d'argent. Qu'est-ce qui l'explique parce que derrière, c'est quand même l'État. Alors, est-ce que la crédibilité du prêteur est la même, que ce soit vous ou l'AFT? Qu'est-ce qui explique que les taux soient un peu différents? Est-ce que c'est le profil différent de vos prêteurs? Est-ce que c'est le fait que vous soyez sur le marché américain? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, ça a été demandé par le rapporteur. Désolé si vous avez déjà bien répondu, mais quel était le montant de la dette en 2017, au moment de la période que nous étudions? Et troisième point, sur l'orientation sur les taux, sur les prêts à taux indexés, à taux variable. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous subissez l'offre du marché sur le mix entre les taux fixes et les taux variables? Est-ce que aujourd'hui, avec une perspective raisonnable, il n'y a pas évidemment, c'est pas une science exacte, mais de baisse des taux, est-ce que vous modifiez votre politique aujourd'hui d'emprunt au profit justement d'emprunt à taux variable? Voilà, quelle est aujourd'hui votre politique un peu plus détaillée sur ce sujet? Je vous remercie. Le différentiel de taux avec l'État, effectivement, je dis, il est de quelques dizaines de points. Tous les États, je dis tous les États, pas seulement l'État français, l'État américain, par exemple, a un avantage sur le marché par rapport à tous les autres emprunteurs du marché. Sur le marché américain, le différentiel avec la Fed, entre la Fed par rapport à d'autres opérateurs américains, il est beaucoup plus conséquent que le différentiel d'ailleurs entre la CADES et l'AFT. Il y a un privilège de l'État. On considère que l'État, c'est l'emprunteur par nature, je dirais, voilà, si je puis dire, pour financer les dettes publiques, et donc un avantage. Voilà, c'est historique, voilà. Et c'est irréductible, je veux dire, de ce point de vue. Voilà. Monsieur le Président, je vous interromps. Donc, je rebondis sur la question du rapporteur et sur l'ancienne question du rapporteur qui disait, après tout, dans ces cas-là, si l'État arrive à obtenir des conditions meilleures, vous voyez la question qui va suivre. On vous répondrait que si on transférait les 144 milliards qui restent à l'État, eh bien, le seul choc sur le marché augmenterait les taux d'intérêt de l'État globalement. Vous imaginez que si on fait ça, une opération de ce type? Non, mais je vous le dis, moi, je veux dire, mais ça, ce que dirait mon collègue de l'AFT, ce sera un choc qui remettrait les niveaux à un niveau supérieur et qui annulerait l'effet recherché. Voilà. Mais une hypothèse théorique. C'est une hypothèse théorique. 2017, comme je disais, je n'ai pas d'indication particulière sur ce déficit de 2017. Pour moi, il est globalisé dans l'enveloppe des 31 milliards. Donc la première enveloppe des 136, qui est le sous-enveloppe, qui est celle des 31 milliards, je n'ai pas de renseignements à vous donner spontanément. On a une politique effectivement de taux fixe, de recours au taux fixe ou au taux variable, qui est d'ailleurs définie par le conseil d'administration. Il y a une orientation qui a été arrêtée en 2020. On autorise les opérateurs à faire 30 milliards, c'est ça. On autorise nos opérateurs à faire 30 milliards d'emprunts maximum à taux variable. Ça dépend de l'appétence du marché. Si on fait de l'offre de taux variable, c'est qu'il y a une appétence pour certains investisseurs dans le contexte d'être plus favorable à recours au taux variable qu'au taux fixe. C'est une équation que je ne pourrais pas vous donner des explications très détaillées, mais bon, ça dépend du marché. Il faut avoir une multitude d'investisseurs, d'outils, l'outil taux fixe et taux variable. Par contre, comme je disais, on écarte le taux indexé. On l'a eu dans le passé, on va l'éliminer parce qu'on va le rembourser, on va l'amortir cette année. Pas question de revenir sur le terrain des taux indexés, ça c'est clair. Y avait-il des taux indexés, ou des taux variables à l'époque où les taux étaient à zéro? Est-ce qu'on empruntait à taux variable quand le taux était à zéro? Rassurez-nous. Je sais pas, je pense pas. Enfin bon, je sais pas. C'est peu probable quand même. Si vous me permettez, monsieur le... Oui, je vous en prie. Le Président, je pense qu'il serait intéressant que vous nous donniez par écrit les montants de déficit 2017, ainsi que le montant qui resterait dans la perspective strictement théorique où il n'y aurait eu aucun déficit en 2017. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est important pour éclairer nos travaux. Je le vois apparaître. Merci beaucoup, Madame Brulbois. Il est fermé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, sur votre site Internet, dont je salue la qualité de l'information et le souci de transparence, dans votre édito, vous dites qu'il y a un très fort intérêt des marchés internationaux pour les obligations sociales françaises et une appétence particulière lors de l'année écoulée, alors qu'on a fait des places sur l'endettement de la France. Comment expliquez-vous cet intérêt des investisseurs pour la dette française, la dette sociale française? Vous avez dit aussi que 75% des emprunts sont à taux fixe, donc on voit que la structure de la dette est bien tenue. Et par contre, sur les investisseurs, à part les banques centrales, les banques, les investisseurs institutionnels, pouvez-vous nous dire quels sont les autres investisseurs? Et ensuite, vous avez cité la réforme des retraites, en citant aussi une réforme de la sécurité sociale. Pensez-vous qu'elle est nécessaire? Bon, déjà, la dernière question, elle était même pour moi indispensable. Il est inconcevable qu'on n'ait pas fait une réforme des retraites. Alors après, on peut discuter des composantes de cette réforme, mais bon, un président de la CADES n'est pas là pour vous donner une opinion personnelle sur ce sujet, vous comprenez. Mais n'empêche que ça a conforté quand même la CADES de savoir qu'on avait enfin tiré quelques conclusions en termes de réforme et qu'on n'allait pas s'engager encore dans des années de déficit de ces régimes. Les investisseurs, 3 catégories d'investisseurs principalement. Les banques centrales, d'abord les banques centrales, les banques, les grandes banques, ou les banques, voilà, et ensuite les différents investisseurs, les fonds, pas les fonds spéculatifs, on n'avantage pas les hedge funds, hein, on va vers des fonds sérieux, solides, voilà, donc c'est diversifié, ça dépend les opérations d'émission, les composantes se modifient, on a une documentation, on produit un produit pour chaque opération, le relevé proportionnel des différentes composantes d'investisseurs, donc c'est facile à déterminer. Pourquoi l'appétence? Mais quand vous avez en face de vous un émetteur dont vous êtes certain, mais absolument certain, qui remboursera à l'euro près ou au dollar près la somme que vous lui avez prêtée, parce qu'il a des recettes en face, et qu'on sait qu'il a des recettes solides, qui sont vérifiées et crédibles, c'est formidable, ça, d'avoir ça en face. Ceci dit, la CADES, l'AFT reproduit le même schéma. On sait très bien que l'AFT remboursera l'euro, hein, les emprunts qu'il a fait. Bon. Mais ensuite, il y a ce que je disais, le phénomène d'émission sociale. Il y a une appétence désormais des investisseurs internationaux pour l'étiquette. Je suis un investisseur avec une étiquette émission sociale. Très bien, très bien. Nous, on est ravis qu'on s'intéresse au social. Le capital s'intéresse au social pour le valoriser dans ses portefeuilles. Mais profitons-en. Pourquoi? C'est très bien. C'est très bien. Merci. Pour prolonger la question de Mme Brulbois, qui détient la dette aujourd'hui? Elle est détenue où? Elle est domestique, elle est européenne? Est-ce qu'on a une idée de qui détient la dette? Alors, la dette primaire et secondaire? Non, ce qu'on sait, on sait ce qui s'est passé au niveau de l'émission primaire. Voilà. De l'émission primaire. Donc là, je vous donne très facilement la répartition. Donc en où se situe. National, extra-national. Exactement. Non, mais là, c'est plus compliqué que ça. Bah, on a des tableaux précis. Simple, hein, donc, voilà. On a des tableaux précis. En gros, oui. Lorsqu'on fait un emprunt en euros, les investisseurs sont de la zone euro. Voilà. Quand vous faites une opération en dollars, les investisseurs, c'est l'Asie ou le continent américain. Donc globalement, aujourd'hui, c'est 50-50, enfin c'est 50-60. Vos émissions actuelles, c'est 60% en euros, 40% en dollars l'année dernière, à peu près. Oui. Donc vous considérez que 60% dans la zone euro en acquisition et 40% hors zone euro. Oui, grossièrement, on peut dire ça. Mais c'est le marché primaire. Absolument. Ce qu'on ne contrôle pas, bien sûr, c'est le marché secondaire. Et ça, on n'a aucune idée. Et le problème, c'est que le Code du commerce a une clause qui interdit. Voilà, vous la connaissez, qui interdit de demander. Voilà. Donc, alors, on ne sait pas du tout à quelle hauteur on est présent sur le marché secondaire.
et qui sont les détenteurs sur le marché secondaire. Ça, on ne le saura jamais. Ah, vous le saurez au moment où on vous présente la dette. Hein? Ah oui, au moment de l'or, oui, mais alors ça, on s'en fout, je veux dire, excusez-moi, mais ça n'a plus aucun intérêt. Oui, j'entends cette idée Oui, que, et, oui. et la question est la même sur la dette de l'État. Qui, Oui. qui détient la dette secondaire, c'est une Oui. question sempiternelle. Mais avouez quand même que c'est une question qui est fondamentale en termes politiques. Ah oui, Oui. mais je sais bien. Et on ne sait pas répondre à cette question On ne peut fondamentale. pas répondre. Mystère de la politique. Monsieur Saint-Toul. Ah, pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Président, pour vos informations. Je vais poser des questions de béotien. Je n'ai pas la chance d'appartenir à la Commission des Finances, et donc je vous prie de m'excuser si, d'aventure, je pouvais poser des questions qui vous paraîtraient incongrues. Madame Louwagie a évoqué une succession de transferts vers la CADES. Quelle a été l'évolution pendant la période des ressources tout simplement de la CADES? Est-ce qu'elles ont évolué et quelle est la part de manque à gagner qu'aurait pu représenter des exonérations sur cette période? Ça me paraît un point important. Pour reprendre un petit peu le raisonnement mais pour aller à l'encontre évidemment, mais de notre collègue Di Filippo, qu'est-ce qui justifie le rythme d'amortissement de la dette? Alors évidemment, vous avez commencé à apporter une réponse en disant c'est les échéances fournies par le législateur. Mais est-ce qu'il existe une espèce de rythme optimal d'amortissement de la dette? Est-ce qu'on pourrait aussi bien considérer que la CADES doit disparaître en 33, en 34, en 35, que la pente de la courbe que vous nous avez montrée tout à l'heure est peut-être trop verticale, peut-être pas assez? Est-ce qu'il y a un consensus sur ce sujet? De la même façon, est-ce qu'il existe une structure optimale des ressources? Vous avez évoqué le fait que les revenus du capital représentent 20% de vos ressources. Est-ce que ça pourrait être plus? Est-ce que ça pourrait être moins? Est-ce qu'il y a un moment où ça devient alarmant ou au contraire, on pourrait se faire plaisir, si j'ose dire? Pourquoi des taux indexés? Puisque vous nous avez expliqué à l'instant que c'était une mauvaise idée. Alors qu'est-ce qui a fait présider à une décision jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a fait penser que c'était auparavant une bonne idée? Pourquoi l'abandonner aujourd'hui si ça l'avait été à l'époque? Enfin, est-ce que vous êtes en mesure de présenter un montant global de la rémunération des investisseurs? En gros, combien les investisseurs ont gagné entre 2017 et aujourd'hui en rachetant ou en les émissions que vous avez passées? Je commence par les ressources de la CADES. D'abord, il n'y a aucune part d'exonération. Il n'y a aucun dispositif d'exonération qui touche la CSG et la CRDS. On est hors champ des cotisations patronales qui nous préservent de ce genre de sujet. Voilà. Donc, les ressources de la CADES, elles sont sanctuarisées de ce point de vue. La dynamique des ressources, c'est ça, vous m'apportez aussi une question sur la dynamique, et le profil de ces recettes. Comme tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une adéquation qu'on avait recherchée. On a tâtonné un moment entre le schéma qui est celui d'aujourd'hui et le schéma initial qui ne faisait participer que la CRDS au financement. Il y a eu une historique. Mais bon, on a cheminé et on a pensé, et je pense que c'est le bon choix, que celui qui était le bon choix de financement de la CADES était celui qui participait tous les acteurs à la solidarité nationale du point de vue financier, ce que je disais tout à l'heure. La Sécu, c'est l'expression par excellence de la solidarité nationale. Tous les revenus doivent participer, à proportion de leurs possibilités, mais doivent participer à ce financement, avec un plus pour le capital qui n'est guère présent dans l'ensemble de la Sécu. Donc c'était l'occasion de donner un coup de pouce à cette contribution. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez dit? Vous avez parlé de la date de la CADES, 2033. Pourquoi 2033? 2033, on part de l'évolution, on part dans le raisonnement, on part de l'évolution, de l'évaluation de l'enveloppe de reprise. On est parti de 136 milliards. Et ensuite, on a fait des hypothèses de recettes et des hypothèses de charges d'intérêt. Voilà. C'est à partir de là qu'on a compris que pour amortir ces 136 milliards, avec un montant de recettes qu'on a évalué et une charge d'intérêt qu'on a évaluée, la seule possibilité, la possibilité la plus crédible, c'était de fixer l'horizon à 2033. Alors après, on peut évoluer.
Oui, c'est une forme de rétro-planning. Après, on pourrait très bien des évolutions, enfin, de mettre plus de recettes, par exemple. Le contexte qui était celui de la Sécu à l'été 2020, mettre des recettes supplémentaires à la CADES, c'est quand même pas crédible. Les recettes, on les gardait pour financer en primaire déjà l'équilibre des branches qui étaient concernées. Donc voilà, le raisonnement, c'est ça. Si c'est 2033, c'est parce que c'est le rapport entre 30-36, les recettes possibles et disponibles, et la charge d'intérêt telle qu'on peut l'estimer pendant cette période. Mais bien sûr que ça reste un choix politique. C'est bon? Ah pardon. Oui, les indexés. Pourquoi les indexés? Faire des emprunts indexés, notamment sur l'inflation, pendant la période qu'on vient de connaître, c'est quand même bon. Hein. Nous sommes d'accord, voilà. Donc voilà, on a mis entre parenthèses. On n'a jamais beaucoup recouru. Hein. C'était vraiment. Je crois qu'en historiquement, il y en a eu 2 depuis 1996, d'emprunts indexés. On n'a pas valorisé cet outil. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Mauvieux, qui est rapporteur spécial de la Commission des finances sur les produits financiers de l'État, l'épargne financière de l'État. Monsieur Mauvieux. Les engagements financiers de l'État. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Pour rebondir sur le sujet de la dette indexée sur l'inflation, ça fait plaisir de vous entendre et j'espère que l'AFT, vos homologues de l'AFT vont entendre votre discours, puisque depuis 2 ans que je suis en Commission des Finances, ça fait 2 ans que je soulève le problème de la dette indexée. Sur cette dette indexée, d'ailleurs, une simple question qui va dans le même sens que la question tout à l'heure de Monsieur le Président. Est-ce que, alors sauvez-nous entre guillemets, est-ce que pendant que les taux étaient à 0%, vous avez émis un de ces 2 emprunts, parce que vous avez dit 2, je crois, donc pas d'emprunt indexé pendant la période de taux à 0%. Je reviens également sur un autre sujet, j'avais prévu de poser la question, donc vous avez déjà en grande partie répondu, mais sur le sujet de la détention de la dette française, y compris de la détention des titres auprès de la CADES, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, à mon sens, et c'est tout le sens des travaux que je suis en train de mener dans le printemps de l'évaluation et dont le rapport va aboutir la semaine prochaine, on ne connaît pas les détenteurs finaux de titres de dette, que ce soit auprès de l'AFT ou que ce soit pour la CADES ou pour toute autre institution publique, puisque comme vous l'avez très justement dit, la législation vous interdit de le savoir. Est-ce que... c'est une question, alors je ne sais pas si vous pourriez y répondre, parce que je pousse vraiment la précision. Dans le rapport que je suis en train de faire, on a vu qu'effectivement, il y avait un article de la législation qui vous empêchait de savoir l'identité des détenteurs de dette. Dans les auditions que j'ai menées, on a auditionné Euroclear, qui nous a indiqué que les entreprises privées avaient légalement la possibilité de demander auprès d'Euroclear qui étaient les détenteurs finaux de titres et de savoir à un instant T, d'avoir une image très précise des pays dans lesquels sont détenus les titres de dette. Est-ce que vous avez des relations avec Euroclear? Et est-ce que si d'aventure une proposition de loi que je devais présenter un jour permettait de lever cette difficulté, est-ce que la CADES aurait le même statut que l'AFT et donc pourrait obtenir cette possibilité auprès d'Euroclear de connaître les détenteurs finaux? Au-delà de cette détention par les résidents étrangers, il y a une autre question qui découle de ça. 2 questions d'ailleurs. En 2015, la CADES a diversifié ses sources de financement. Alors, on a parlé du dollar, hein, que vous aviez emprunté en dollars. Alors là, c'est une question que je vais vous poser, puisque malgré mon rapport et malgré mes relations avec l'AFT ne fonctionnant qu'en euros, il y a une donnée peut-être que vous allez pouvoir me donner, c'est quel est l'impact sur la charge de la dette de cette détention de monnaie étrangère, avec notamment les taux de change. Est-ce que les taux de change viennent ajouter un coût potentiel selon leur évolution, en plus du taux d'intérêt? Et donc, au-delà de ça, je reviens à ce que je disais, c'est qu'en 2015, vous avez diversifié vos sources de financement, notamment avec un premier emprunt obligataire de 3 milliards de yuan, avec un accord signé avec la Bank of China, ce qui constitue la plus grosse émission de monnaie chinoise, la plus importante pour un émetteur non chinois. Et donc, je voulais avoir
votre avis sur cette question. Le dollar, on comprend tout à fait. Le yuan, la question se pose. Pourquoi ce choix d'avoir été le plus gros émetteur étranger pour la Chine? Donc l'impact de la fluctuation des devises étrangères. Et puis, c'est déjà pas mal, puisque les autres questions que j'avais prévues ont déjà été posées. Donc je m'en arrêterai là. Et je vous remercie. Merci. Juste, je complète. Tout à l'heure, vous nous avez répondu. Oui, on a regardé au moment de l'Ukraine. En Russie, nous avons été soulagés. Il n'y avait pas de détention en Russie. Donc, vous nous parliez de dette primaire ou secondaire là? Ah, primaire. Oui. C'est ça, oui. Donc. Mais sur la question chinoise, c'est intéressant. Je vous en prie. Voilà, donc il fallait d'une manière ou d'une autre, on a été plusieurs, voilà, saluer un peu cette, voilà, par une emprunt exceptionnel. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendrait pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de faire satisfaire une démarche politique, c'est d'emprunter au meilleur taux, au bon moment sur les bonnes devises. Hein. Donc voilà, mais c'est ça, je pense, l'historique de cette opération sur le. Monsieur le Président, je vous interromps. Non, j'imagine que vous plaisantez. On n'a pas décidé d'acheter chinois parce qu'il y avait un anniversaire de relation, rassurez-nous. Non, mais c'est un contexte C'est une plaisanterie. qui a appelé l'attention. Non, mais oui, bien sûr, c'est pas. Très bien, vous nous rassurez. Oui, c'était une demi-plaisanterie parce que. Non, mais il y avait un contexte qui fait que ça a appelé notre attention sur le marché chinois. On vous a demandé, en fait, on vous a demandé. Non, ne demande pas. Non. Personne ne nous a demandé. Personne. De vous-même, vous êtes dit, c'est un anniversaire franco-chinois et on va. C'est l'occasion de s'intéresser, voilà. Et puis les conditions devaient être bonnes. Moi, je n'étais pas président de la CADES à l'époque. C'est tout. Dans les réponses écrites que vous allez faire, d'avoir les taux d'intérêt du moment et les taux d'intérêt qui ont été octroyés par la Chine à ce moment-là. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai répondu à votre deuxième question. On fait un swap immédiatement, hein, comme cette opération. Sitôt qu'on fait une opération sur devise étrangère, on le transforme en euros tout de suite. Il n'y a pas de risque de change. Aucun. On ne prend aucun risque de change. Est-ce que sur le moment, il y a un surcoût? Non, comme j'ai démontré, enfin, vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé, l'opération dollar qu'on a fait la semaine dernière, on a eu un plus. C'était plus intéressant de faire une opération dollar swappée en euros que de faire une opération directe en euros. Le différent n'est pas énorme, mais bon. Non, en général, c'est égal. Les opérations indexées, donc j'ai évoqué tout à l'heure, les deux, elles sont largement antérieures à 2020. Hein. On est dehors de la période des taux négatifs ou des taux... Voilà, c'est tout. Hein. Je crois que j'ai répondu à votre question. Ah bon, très bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous attendrons avec intérêt la note que vous nous ferez sur les différentiels de taux au moment où l'émission chinoise, si je puis dire, a été réalisée. Merci infiniment. Y a-t-il d'autres questions des participants? Monsieur le rapporteur? Non, je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, écoutez, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, je vous remercie. Je vous rappelle donc qu'il vous est loisible de compléter nos échanges en revoyant au secrétariat les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête. Quelques questions très précises qui vous ont été posées et nous serons ravis d'en lire la réponse. Et je déclare donc que la séance est levée. Merci infiniment.